Luisard, bonsoir, Bonsoir. directeur de recherche au Centre national français de la recherche scientifique, le CNRS. Et à Beyrouth, avec nous également, Sophia Amara, journaliste, grand reporter et réalisatrice franco-marocaine, spécialiste du Proche-Orient et notamment de la Syrie. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de démarrer en regardant tout de suite cette image de Bachar al-Assad. On le voit voter ce matin aux côtés de son épouse, un masque sur le visage, il glisse son bulletin dans l'urne. Les Syriens élisent leurs députés dans un pays ravagé par la guerre et en plein marasme économique. L'épidémie a entraîné le report de ces législatives initialement prévues en avril. Sophia Amara, est-ce qu'il y a un enjeu à ces législatives ? Écoutez, selon le pouvoir, évidemment, ces élections ont été qualifiées de noces démocratiques, puisque pour la première fois depuis des années, le scrutin a lieu dans des zones reprises aux rebelles ou aux djihadistes, notamment dans la Ghouta orientale, aux portes de Damas, et dans les régions reconquises par le pouvoir du côté d'Idlib. Côté opposition, évidemment, c'est une mascarade, puisque des millions de Syriens n'ont pas accès aux urnes parce qu'ils sont exilés ou qu'ils sont dans les prisons. Et par conséquent, on connaît, selon eux, l'issue du scrutin qui va ramener le parti Baas au pouvoir depuis un demi-siècle en Syrie. Est-ce que ces législatives permettent quand même de se faire une idée de la ligne politique du régime à l'heure actuelle ? Oui, je pense que cela montre que les élections ne sont pas seulement un outil en vue d'une démocratisation, mais ça peut être aussi un outil pour légitimer un pouvoir autoritaire. Et la question qui se pose est de savoir envers qui le message est lancé. Certainement pas la population syrienne qui paye un prix terrifiant au maintien d'un régime dont on sait qu'il est le plus terrifiant que le Moyen-Orient ait connu, mais bien les pays occidentaux, afin de convaincre ceux-ci qu'il vaut mieux garder le régime en place contre les dangers djihadistes et notamment de l'État islamique, même s'il est autoritaire, et les élections visent à trouver cette forme de légitimité. Donc c'est une opération de communication. Voilà, c'est une opération de communication, mais il faut savoir qu'une partie des élites politiques européennes sont sensibles à ce signal. Alors depuis plusieurs mois, l'économie est en chute libre avec une dépréciation historique de la monnaie. Plus de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté selon les Nations Unies. Le prix des aliments a augmenté de 133% en un an. Sophie, est-ce que ça inquiète le régime ? Écoutez, évidemment que le régime est pris à la gorge. Ce n'est pas le bien-être de sa population qui l'inquiète, c'est simplement la situation de la Syrie en tant que telle, puisque aujourd'hui, depuis juin en tout cas, rappelons-le, elle est sous le coup de la loi César, qui a décidé, une loi américaine, donc qui a décidé de sanctionner tous les soutiens du pouvoir de Bachar el-Assad, qui aggrave la situation de l'économie en chute libre, comme vous venez de le dire. Donc évidemment, le mécontentement de la population inquiète le pouvoir, mais pas plus que cela, puisqu'il a reconquis des territoires et qu'il a une expérience certaine en matière de répression en cas de mouvement ou d'émeute dû justement à cette pauvreté effrayante en Syrie, puisque comme vous venez de le dire, 80% de la population, et le chiffre est faible à mon avis, selon les Nations Unies, vit sous le seuil de pauvreté en Syrie, et on n'est pas prêt de voir la situation s'améliorer, ça c'est certain. Et ça c'est le résultat après 20 années au pouvoir de Bachar al-Assad. L'anniversaire, ces 20 ans, c'était vendredi. Une présidence, vous allez le voir, dont il n'a fait qu'hériter d'un autre dictateur, son père. Le Parlement syrien en pleurs à l'annonce de la mort du président Hafez al-Assad. Un peu plus d'un mois plus tard, le 17 juillet 2000, son fils cadet, Bachar al-Assad, ophtalmologue de 35 ans, lui succède. Avant la mort accidentelle de son frère aîné, rien ne le prédestinait à diriger la Syrie. Bachar al-Assad régnera comme son père, d'une main de fer. 20 ans plus tard, dans une Syrie ravagée par la guerre et abîmée par la plus grave crise économique jamais connue, les électeurs s'apprêtent à élire leurs députés. Les revendications des gens sont des demandes simples pour vivre. Leur préoccupation est de savoir comment obtenir leur nourriture et leurs besoins quotidiens. Ce sont les mêmes demandes, elles n'ont pas changé. Aux côtés de Bachar al-Assad, des hauts responsables, tous issus de la minorité alaouite. Un fonctionnement clanique qui permet au Assad de ne souffrir d'aucune opposition depuis un demi-siècle.
Lorsqu'en 2011 souffle un vent de révolte, Bachar al-Assad réprime violemment. Les Syriens rêvent de démocratie, mais connaissent le chaos. Nous gagnerons sans aucun doute contre cette conspiration. Ils ont maintenant atteint les dernières étapes de leur complot et ce sera la fin pour eux et pour leur plan. S'en suivent près de 10 ans de guerre impliquant puissance régionale et internationale. 400 000 morts, des villes détruites et des millions de déplacés et de réfugiés. Une guerre d'autant plus complexe qu'en 2014, le groupe État islamique proclame un califat sur de vastes territoires conquis en Syrie et en Irak. Aujourd'hui, Bachar al-Assad a repris 70% du pays grâce au soutien russe et iranien. Nous sommes pleinement conscients que la libération au nord-ouest ne signifie pas la fin de la guerre, ni l'effondrement des régimes, ni la fin du terrorisme, ni que les ennemis se sont rendus. Mais cela signifie certainement leur mettre le nez dans la boue, comme prélude à leur défaite complète, tôt ou tard. Grâce à ses soutiens, Bachar al-Assad s'apprête à briguer un nouveau mandat en 2021. Il pourrait encore rester au pouvoir près de 15 ans. Dans son ombre, son fils Hafez, qu'il préparait déjà à devenir son successeur. Alors aujourd'hui, Bachar al-Assad a repris 70% du territoire. Gagner la guerre, ce n'est pas gagner la paix. Est-ce qu'après 9 années de conflit, rien ne va plus pour le régime ? Rien ne va plus pour le régime en Syrie même, mais ce régime compte sur un consensus régional et international qui va dans le sens du maintien du régime parce qu'il est considéré comme le dernier rempart pour le maintien d'un État qui fait faillite. Et c'est bien ça le problème. Le régime Pourtant, pardonnez-moi, on a l'impression quand même que la Russie, enfin les alliés sont un petit peu en train de s'agacer de Bachar al-Assad, ils le critiquent plus ouvertement. Oui, mais le renversement de la situation sur le plan militaire n'est pas dû aux forces propres au régime de Bachar el-Assad, mais aux milices chiites venues du Liban et d'Irak d'une part, et de l'intervention massive de l'aviation russe et américaine pour ce qui est de la Jaziré. Donc Bachar el-Assad ne peut pas se prévaloir d'une souveraineté quelconque. Sa prolongation au pouvoir n'est due qu'à un contexte qui lui est favorable sur le plan régional et international. Sophia Amara, est-ce qu'on peut dire que le vrai patron de la Syrie aujourd'hui, c'est le russe Vladimir Poutine ? Écoutez, oui, tout à fait. En tout cas, la souveraineté de la Syrie est sous hypothèque. Elle est sous hypothèque de la Russie, de l'Iran. Derrière l'Iran et la Russie, les milices chiites irakiennes et libanaises qui ont combattu pour reprendre ces 70% du territoire syrien aujourd'hui aux mains du régime de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, la situation, à mon sens, ne pourrait changer que si ces puissances régionales ou internationales délaissaient Bachar el-Assad, abandonnaient Bachar el-Assad pour une autre force que jusqu'à aujourd'hui qui ne montre pas, qu'on ne voit pas sur le terrain, en tout cas dont on ne devine pas l'identité. L'opposition syrienne n'a pas pu s'unir, n'a pas pu convaincre les puissances qui auraient pu la placer et remplacer Bachar el-Assad. Aujourd'hui, ces forces-là, ces forces d'opposition, ces forces alternatives sont pour l'instant en veilleuse. On voit à l'intérieur, à l'interne, que la contestation reprend par petites touches. Les manifestations anti-Assad en pays de Russes s'accompagnent d'une colère de plus en plus palpable dans la communauté alaouite, dont est issue la famille al-Assad. Est-ce qu'il s'agit là d'un sérieux avertissement pour le régime ? Il y a eu à différentes reprises des avertissements de ce type, mais on sait que ce communautarisme, ce confessionnalisme politique qui ne veut pas s'avouer officiellement est un piège, puisque dès que les dangers s'annoncent de façon concrète, chacun réintègre le giron de sa communauté et de son clan. Mais là, ça veut dire que Bachar el-Assad va faire quoi ? Il va laisser ces Syriens manifester ? Il va réprimer ? Alors, il y aura 2 poids, 2 mesures suivant qu'on est alaouite ou pas. Il y aura certainement une politique différente, mais encore une fois, la véritable opposition est dans les zones rebelles et en exil. Elle n'est plus dans les territoires reconquis par le régime. Sophia, on peut dire presque, si vous me passez l'expression, que c'est un peu Dallas à Damas, le clan Assad, nous dit-on, se déchire. Vous avez interviewé, vous, dans votre carrière, plusieurs des proches de Bachar el-Assad. Qu'est-ce qui se passe ? On parle beaucoup de Rami Makhlouf, le turbulent cousin de Bachar el-Assad. Qu'est-ce qui est en train de se jouer dans le clan ? C'est une reprise en main des finances de l'État qui avaient été cédées
par Bachar el-Assad à son cousin maternel, qui était le grand argentier du pouvoir et qui a longtemps financé, entre autres, les milices chargées de réprimer la population. Aujourd'hui, les Russes ne parviennent pas à récupérer un petit peu leur cash et par conséquent ont demandé à Bachar el-Assad instamment de mettre de l'ordre dans les finances de l'État et surtout que la Russie pourrait ne pas pouvoir participer à la reconstruction de la Syrie à cause de cette loi César, ce qui met la Russie très en colère, hein, puisqu'elle escomptait grâce à cette reconstruction un retour sur investissement, pour ainsi dire. Et aujourd'hui, eh bien, Bachar el-Assad a été invité par les Russes à mettre de l'ordre dans ses finances. Donc il a retiré tous les pouvoirs à Rami Makhlouf et mis les cordons de la bourse entre les mains de sa femme, qui est financière, comme vous le savez, Asma Akhras, qu'il a connue à Londres en 1992-94. Et par conséquent, c'est elle qui a repris le flambeau, en tout cas les cordons de la bourse. Sophia, on dit que Hafez, le fils aîné de Bachar, qui a 18 ans, est le successeur désigné. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Il est tout jeune? Il est tout jeune, il a grandi dans l'ombre de son père et surtout de son grand-père, dont il porte le prénom, évidemment, c'est une tradition en Orient. Il a été élevé de manière assez... comme son père d'ailleurs, il allait à l'école normalement, en jouant avec les enfants de son âge. On a pu le voir dans un camp de vacances en Crimée avec sa sœur Zayn et son jeune frère Karim. Évidemment que Bachar el-Assad prépare Hafez. Est-ce qu'il aura le temps de le placer au pouvoir? Ça, seul l'avenir nous le dira. On dit souvent qu'il faut se tourner vers le passé, vers l'histoire, votre domaine, pour comprendre l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer avec ce régime ? Alors, je pense qu'il y a une chose dont il faut être conscient, c'est que le régime et le système politique en place en Syrie ne sont pas réformables. Et cela nous ramène à une commémoration d'un siècle 1920-2020, le contexte qui a vu la création de cet État syrien dont le régime Assad est l'héritier, et qui est un État qui s'est construit contre la majorité arabe sunnite, puisque la majorité de la population syrienne refusait à la fois le mandat français et ses frontières étriquées qui divisaient la Syrie en mini-États confessionnels, puisqu'on sait que la France a également créé un État du Djebel Druze et un État des Alaouites. Donc c'est un retour de l'histoire pour un État qui n'a jamais réussi à créer un espace public commun. La présidentielle l'année prochaine, elle ne fait aucun doute, oui, non ? Tout dépend des rapports de force régionaux et internationaux. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'investissement de l'Iran, de la Russie. On sait que les États-Unis ne pensent qu'à un retrait. Donc cela va beaucoup affaiblir un régime qui tient sa pérennité d'acteurs extérieurs. Pierre-Jean Luizard, merci beaucoup d'avoir été ici avec nous en plateau. Sophia Amara, merci à vous aussi à Beyrouth.